Bonjour à tous, je suis heureux de retrouver les téléspectateurs de TV Liberté. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Olivier. Et sans plus tarder, bonjour à notre invité Yvan Blot. Yvan Blot. Bonjour. Merci d'être au micro de TV Liberté dans politique et économie. Donc nos téléspectateurs ont compris qu'on va parler de politique et d'économie. Plus de politique aujourd'hui que d'économie d'ailleurs. Je vais vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes ancien élève de l'École nationale d'administration. Personne n'est parfait. Vous me l'avez ôté de la bouche. Vous êtes ancien parlementaire, député au Parlement français et au Parlement européen. Et vous êtes, et c'est à ce titre que nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui, vous êtes membre de la commission que j'appellerais Valdai. Et c'est-à-dire que vous avez participé aux travaux qui se sont déroulés en Russie, à Sotchi, très exactement à Krasnaya Poliana, au-dessus de Sotchi. Et vous êtes aussi correspondant à Paris d'une radio russe qui s'appelle Sputnik. Tout à fait. Et bien sûr, auteur de très nombreux livres dont nous aurons l'occasion de parler. Mais pour l'heure, avec Jean-Christophe, nous aimerions parler de cette conférence de Valdai qui s'est tenue à l'automne. On peut peut-être ajouter, mon cher Olivier, que Yvan Blot a été parlementaire, aussi bien parlementaire national au RPR que parlementaire européen. Je l'ai dit, mon cher. Ah bon? Vous voyez, j'ai eu l'attention de ma part. Vous n'êtes pas attentif, mon cher Jean-Christophe. Il faut que je me ressaisisse. En effet. Bon, mais c'est en effet des lieux d'observation importants et d'action, le cas échéant. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Club international de discussion de Valdai qui s'est réuni à l'automne dernier et avec la présence d'Yvan Blot, de Dominique de Villepin, de Thierry Mariani, de Thomas Gomard de l'IFRI, Pierre Rousselin du Figaro, un certain nombre d'acteurs français, de participants français, mais aussi, évidemment, des Chinois, des Indiens, enfin... du monde entier, oui. Du monde entier. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de ce club international de discussion de Valdai. En quoi consiste-t-il, Yvan Blot? Alors, ce club existe depuis 10 ans maintenant. Il a été fondé à la demande de Vladimir Poutine, qui d'ailleurs assiste aux réunions. Enfin, il n'assiste pas à toutes les réunions, mais là, par exemple, j'y suis allé une semaine à Sotchi. Le dernier jour, nous sommes restés une journée entière autour du président Poutine à discuter. C'est quand même assez extraordinaire comme expérience. Bon. C'est donc un club de discussion internationale avec des experts qui viennent de tous les continents, qui a pour but de traiter chaque année un sujet assez général d'ailleurs, qui souvent est lié à la politique effectivement, et à la situation de la Russie. Cette année, le sujet était: y a-t-il encore un ordre international? Effectivement, on peut se poser la question. Et c'est un peu, si on veut faire une comparaison, un peu ce qu'est le club de Davos en Occident. Donc un club d'experts, sauf qu'à Davos, on se réunit toujours à Davos, alors qu'à Valdai, on change de ville chaque année. C'est toujours dans une ville russe, mais qui change régulièrement. Ce qui augmente l'agrément. Voilà, parce que c'est plus intéressant, effectivement, de visiter des endroits différents. Et puis la Russie est tellement immense qu'effectivement, il y a de quoi faire. Donc c'est un club de réflexion internationale où il règne d'ailleurs une liberté totale. Hein. Vous avez des gens qui sont membres de ce club et qui n'hésitent pas éventuellement à poser des questions impertinentes au président Poutine ou à ses adjoints, parce qu'il vient toujours avec toute une équipe de ministres et de hauts fonctionnaires de l'administration présidentielle. C'est ainsi que, par exemple, là, à Krasnaya Poliana, il y avait Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qu'on connaît bien. Et puis, il y avait aussi quelqu'un de très important, je crois, dans la structure russe actuelle, qui est Ivanov, le chef de l'administration présidentielle. Ce qui est frappant, d'ailleurs, dans cette structure russe, c'est que vous avez énormément de militaires ou d'anciens militaires. C'est un pays, je crois, où l'armée a toujours joué un rôle extrêmement important, quel que soit le régime politique, d'ailleurs. Et je pense qu'elle a même été sauvée un peu par son armée, parce qu'à l'époque de Yeltsin, c'était des gangsters qui s'étaient emparés du pouvoir, on peut dire, et qui étaient prêts même à vendre à l'encan, à l'Occident, un certain nombre de fleurons de la Russie. Il avait été question de vendre Gazprom ou des grandes sociétés de pétrole à des Américains, par exemple. Et c'est un peu la classe des officiers supérieurs qui, à mon avis, a mis le haut là, et qui a permis à Poutine, qui en fait partie d'ailleurs, de prendre le pouvoir. Ce qui fait qu'actuellement, dans les ministres, vous en avez, je sais pas, au moins 30% qui sont en fait des anciens officiers. Donc l'éthique des anciens officiers, le patriotisme des anciens officiers, tout ça joue un rôle important dans la Russie d'aujourd'hui. Pour comprendre la Russie, il faut comprendre aussi son armée. Bien sûr. Il joue un rôle très important. Bien sûr.
Vous aviez aussi le recteur de l'université, M. Kouzminov. Oui. Vous avez d'autres il y a des universitaires, oui, bien sûr. Et des Japonais, par exemple M. Akiyama, qui est lui-même président de la Tokyo Foundation. C'est une énorme fondation de recherche japonaise. Oui. Donc c'est intéressant parce qu'en réalité, là aussi, nous avons des représentants de tous les pays du monde. Hein. Oui, on peut dire que tout le monde est représenté à peu près. Oui. Alors, vous nous dites que cet ordre a été l'objet de la discussion, mais c'est surtout le désordre qui a été l'objet de la discussion. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un ordre international qui a été défini dans des traités, notamment dans la charte constitutive de l'ONU, et puis il y a la pratique. Oui. Et la pratique est complètement différente, effectivement, de ce qui est prévu dans les traités. Notamment, il y a une habitude qui a été prise, puisque au Conseil de sécurité, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Les Russes, par exemple, et les Chinois sont opposés à une intervention en Syrie. Oui, bien sûr. Et donc, notamment les États-Unis, surtout, et leurs alliés ont tendance à vouloir lancer des grandes opérations de maintien de l'ordre international sans tenir compte du Conseil de sécurité. Alors, voilà un exemple typique de dysfonctionnement, je veux dire, parce qu'il y a un organisme qui est fait pour ça. Et comme cet organisme n'obéit pas au doigt et à l'œil, les Américains le court-circuitent. Oui. Et ça, c'est assez fréquent, ce comportement-là. Et alors, ça contribue évidemment à une désorganisation du système international, parce que maintenant, l'arbitraire devient de plus en plus important. Par exemple, la Russie fait l'objet de sanctions. Bon, sanctions sont décidées par les États-Unis. C'est au centre des discussions. Hein. Les sanctions, on voit que les ministres reviennent beaucoup sur le problème des sanctions. Oui, forcément. Ouais. Surtout que c'était à l'automne, donc c'était vraiment le sujet de l'actualité. Bon, ça l'est encore, mais un petit peu moins maintenant. Et ces sanctions ont beaucoup choqué les Russes. Elles n'ont aucune base juridique vraiment sérieuse en droit international. Hein. C'est le bon vouloir en fait des Américains qui oblige aussi la Commission européenne à prendre des sanctions. Donc on a deux organismes qui prennent des sanctions contre la Russie, avec comme raison des actes illégaux qui auraient été commis avec la Russie à l'égard de l'Ukraine. Bon, alors ces actes illégaux, on ne voit pas très bien ce que c'est. Alors s'il y en a un qui est évoqué, c'est le fait que la Crimée était rattachée à la Russie. Bon. Enfin, la Crimée était rattachée à la Russie d'abord avec la volonté de sa propre population. Alors, ça fait partie de la charte de l'ONU. C'est ce qu'on appelle la démocratie, non? Oui, c'est ça. Et dans la charte de l'ONU, il est prévu que les peuples peuvent effectivement recourir à l'autodétermination. Personne ne s'est scandalisé du référendum qui a eu lieu sur la Sarre lorsque celle-ci était rattachée même au Reich allemand. Oui, bien sûr. Mais là, on va vous dire que le gouvernement de Kiev n'était pas d'accord, évidemment. Oui. Mais vous avez un autre exemple qui nous touche encore plus directement, qui est, tant mieux pour la France d'ailleurs, hein, mais que nous sommes à peu près dans la même situation que la Russie à Mayotte. Puisque Mayotte est une île qui fait partie d'un archipel qui s'appelle les Comores. L'archipel des Comores revendique son île qu'on leur a arrachée. On leur a arraché par un référendum parce que les Mahorais voulaient en fait rester français. Le niveau de vie est d'ailleurs 4 fois plus élevé que j'allais dire, les Comores, pour des raisons économiques. La vraie motivation, elle est là. Et les sociales, oui, pas des aides sociales. Oui, parce que c'est un pays très différent. Sur le plan du droit international, c'est intéressant. Alors, on a été condamné, enfin, on est condamné régulièrement, depuis 10 ans maintenant, par l'Assemblée Générale de l'ONU. On est condamné par l'Assemblée Générale de l'OUA, qui est l'Organisation de l'Unité Africaine. Oui. Mais il n'y a pas de sanctions. Parce que tout le monde s'en moque. Enfin, ça n'intéresse pas les Américains de sanctionner la France à cause de Mayotte. Bon. Et là, il y a des sanctions sur l'Ukraine. Donc on voit bien qu'il y a des doubles standards. Alors, si vous êtes français, vous n'avez pas de sanctions. Si vous êtes russe, vous avez des sanctions. Oui. Eh bien, enfin, donc c'est le désordre international. Si on commence à sanctionner pour des raisons bonnes ou mauvaises, pourquoi pas des sanctions contre les États-Unis pour ce qu'ils ont fait en Irak, par exemple? On pourrait imaginer, d'ailleurs, il y aurait sûrement effectivement des dossiers qui pourraient être constitués, qui pousseraient à des sanctions contre les États-Unis, puisque je vais vous dire quand même quelque chose d'assez frappant, mais on n'a pas fait beaucoup de publicité autour de ça. Il y a 6 mois à peu près, il y a eu un grand sondage qui a été fait par les Américains, d'ailleurs par Gallup, et d'autres instituts de sondage. Et dans ce sondage, alors c'est un énorme sondage, hein, ils font ça sur 65 pays, les personnes sondées doivent être 25 000 ou 30 000, c'est quelque chose d'absolument énorme. Et la question était, quelle est la plus grande menace pour la paix dans le monde aujourd'hui? Réponse, les États-Unis. Alors, les Américains ont été assez dépités. Alors évidemment, c'est un sondage mondial. Donc vous avez l'opinion des Chinois, l'opinion des Brésiliens, des Argentins. Alors par exemple, les Sud-Américains pensent tous que les États-Unis, c'est la menace
contre la paix. Ça, c'est certain. Alors, je veux dire, quand un pays est considéré à ce point comme la principale menace contre la paix, on doit s'interroger, on peut quand même se poser des questions. Et le pays qui vient en numéro 2, d'ailleurs, c'est pas la Russie, hein, c'est le Pakistan. Oui, en effet, je l'ai vu. C'est la menace numéro 1 pour les Indiens. Il y a 1,3 milliard d'Indiens, donc quand on fait un sondage, évidemment, voilà. Sans compter que le Pakistan soutient aussi, ce sont des sunnites, donc ils sont très proches de l'Arabie Saoudite, par exemple. Ils ont apparemment protégé plus ou moins Ben Laden pendant un certain temps. Donc, voilà. Alors, donc voilà les deux principaux pays qui sont considérés comme des menaces pour la paix, mais la Russie n'est absolument pas considérée comme telle par la plupart des peuples. Hein. Il n'y a que les Américains et puis quelques Européens pour dire ça. Qui a été surpris aux États-Unis? L'oligarchie américaine ou l'opinion? J'ai pas l'impression que l'opinion ait beaucoup réagi à ces sondages, qu'on n'a pas beaucoup diffusés, à vrai dire. C'est vrai. Mais la presse fait partie de l'oligarchie. C'est l'oligarchie, oui, c'est ça. Et les milieux médiatiques disent c'est très surprenant comment ça se fait que l'Amérique se retrouve le pays le plus menaçant. C'est tout à fait étrange. Bon, cela dit, l'Amérique a mené je ne sais combien de guerres depuis 20 ans, beaucoup en tout cas. Ensuite, elle a 40% du budget militaire mondial. Oui, ça, donc c'est sûrement pas uniquement pour le plaisir d'accumuler des armes. Hein. Oui, mais ce qui est très curieux, c'est que la surprise de l'oligarchie supposerait que l'action américaine se fasse de façon quasi inconsciente. C'est-à-dire qu'ils considèrent que quoi de plus naturel que leur interventionnisme. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est la doctrine Brzezinski, en fait. Ah ben, la doctrine Brzezinski, elle est très claire. Il faut la lire, d'ailleurs. Il faut lire le livre Le Grand Échiquier de Brzezinski, parce que c'est très clair. Il explique très bien quelle est la politique américaine. En gros, c'est... Nous, traditionnellement, il y a un continent qui domine le monde, c'est l'Eurasie. Parce qu'en Eurasie, il y a l'Europe, il y a la Chine, il y a l'Inde, donc effectivement, il y a des masses déjà d'habitants énormes. Ensuite, c'est une source de civilisation considérable. Et nous, le problème des États-Unis, c'est qu'on n'est pas en Eurasie. Alors, il faut arriver à contrôler l'Eurasie ou empêcher l'Eurasie de nuire. Parce que nous avons un rôle mondial à mener, dit Brzezinski, c'est le rôle de l'Empire romain. Il se compare à l'Empire romain, et il dit de même que l'Empire romain assurait la paix et civiliser les peuples qu'il arrivait à subjuguer, ben nous c'est pareil. On apporte la paix partout où on est, ce qui est bon, à démontrer. Comparaison n'est pas raison. Et ensuite, on civilise les autres. Alors, moi, en tant que Français, je te dis que je suis assez surpris d'apprendre que je suis civilisé par les Américains. C'est pas l'impression que j'ai, mais enfin... Oui, je pense que nos téléspectateurs partageront ce point de vue, mais... Et d'ailleurs, même pour les Gaulois que nous étions, les Romains ont quand même massacré quelques millions de Gaulois pour arriver. Donc la paix, ils l'ont imposée. C'est la paix par la guerre. Hein. Oui, mais la Pax Romana avait ce mérite de ne pas nous faire la morale en plus. Bon. C'est vrai. Bon, alors que l'Amérique nous fait la morale. Voilà. Et CCI en Europe, et notamment la Commission européenne, nous tient un discours de morale qui est totalement insupportable et qui n'est pas de l'ordre de la politique. Oui, mais c'est très américain, ça, ce mélange de la politique et de la morale, ils ont toujours fait ça. Ça a commencé en 1919 avec... C'est assez étrange, parce que voilà un pays quand même, où il y a une délinquance terrible, où il y a énormément de meurtres. Vous savez que c'est le pays le plus carcéral le plus important du monde. Oui, bien sûr. 2 500 000 prisonniers, alors qu'il n'y en a que 100 000 en Chine. Bon, quand même, on pourrait se poser des questions. Alors, il y a ça. Ils ont quand même traité les Indiens, le moins qu'on puisse dire, avec une certaine cruauté. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, des peuples sibériens en Russie. Parce que les Russes sont aussi leurs Indiens, c'est les Yakoutes, etc., qui ont toujours été très bien traités par les tsars. Bon, à l'époque communiste, bon, personne n'a été bien traité, ce n'est pas eux spécialement. Et maintenant, bon, bah, ils ne se plaignent pas, à ma connaissance. Oui, la caractéristique des pays communistes, c'est généralement l'autogénocide. C'est-à-dire qu'ils détruisent leur propre population. Oui, c'est vrai. Ce qui a été vrai encore plus au Cambodge, par exemple. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Mais vous avez raison, les peuples asiatiques de Sibérie n'ont pas plus souffert que les Slaves, et peut-être moins, en réalité. Peut-être moins, parce qu'ils étaient très loin du pouvoir central. Donc, donc, aux États-Unis, alors, les Indiens ont été quand même réduits à une situation difficile. Les Noirs ont été mis en esclavage. Enfin, il y a tout un passé, je veux dire, qu'on pourrait aussi leur rappeler. Et ils sont quand même pas très bien placés pour faire des leçons de morale. Je vois, par exemple, un grand sujet, un grand symbole de la morale et de la liberté américaine, c'est la Statue de la Liberté. Bon, bah, la Statue de la Liberté, je ferai remarquer d'ailleurs qu'il y a un poème en dessous de la Statue de la Liberté d'Emma Lazarus, qui est un poème qui dit du mal de l'Europe, ce qui est quand même pas très aimable pour nous, en parlant de ces pays qui ont des vieilles traditions. Oui, c'est ça, mais... Donc ils disent du mal de nous. Et alors, cette statue, elle a été inaugurée donc par le président Cleveland, sur une île, comme on sait, et donc il fallait des cartes d'accès pour aller à l'île et assister à l'inauguration, et aucune carte d'accès n'était donnée aux Noirs, évidemment, la liberté était réservée aux Blancs. Et en plus, aucune femme non plus n'a pu y accéder.
Alors moi je veux bien que ce soit la liberté, mais enfin, si la statue de la liberté est inaugurée sans les femmes et sans les Noirs, on pourrait aussi leur donner des leçons de morale, je veux dire. Bon, alors cela étant, aux États-Unis, il y a quand même un système démocratique qui est relativement évolué, des contre-pouvoirs entre pouvoirs judiciaires, législatifs, exécutifs. Il y a des référendums locaux. Oui. Une répartition des pouvoirs, etc. Donc l'organisation même des États-Unis d'Amérique fait quand même partie des pays les plus démocratiques du monde. Il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, l'État fédéral américain qui permet des libertés locales importantes, et notamment des référendums dans les États fédérés, dans la moitié des États fédérés actuellement. Et puis, il y a ce que je dirais, ce que Tocqueville déjà avait remarqué à l'époque, quand il a fait son livre sur la démocratie en Amérique, il y a un poids de l'opinion qui limite quand même beaucoup la liberté. Il y a un politiquement correct, si vous voulez. Ah, ouais. Alors, c'est au niveau des élites, surtout. C'est parce qu'aujourd'hui, l'Amérique est complètement coupée en deux, en fait. Vous avez le petit peuple américain qui reste très attaché à ses vieilles vertus traditionnelles, du style le travail, le puritanisme, ça existe encore. Et la liberté d'entreprendre. Et la liberté d'entreprendre, bien sûr. Et puis vous avez des élites qui sont un peu celles de mai 68, mais qui dominent évidemment les médias et qui dominent en bonne partie le monde politique. Madame Clinton, quand vous lisez son dernier livre, par exemple, alors elle est pour la théorie du genre, les femmes et les hommes n'existent pas, le mariage pour tous, ça c'est une réforme prioritaire, et il faut retirer l'aide alimentaire aux pays sous-développés qui ne l'appliquent pas. Ça, bravo pour la charité. Donc voilà, donc on a en Amérique, si vous voulez, une élite depuis un certain nombre d'années, ça n'a pas toujours été le cas, mais au moins depuis les années 60, voilà. Au moins, oui, qui est franchement carrément à gauche et qui nous apporte des tas d'idées tout à fait désastreuses. Mais par contre, sur le plan de l'organisation constitutionnelle, ils avaient un système qui était quand même plus démocratique. Enfin... Alors c'est un système, il n'est pas totalement démocratique, il est oligarchique en fait. Vous savez, d'abord, il n'y a aucun système démocratique parfait dans le monde. Comme Aristote le disait, tout régime politique réel est toujours un composé de monarchie, d'aristocratie et de démocratie, parce que sinon il ne fonctionnerait pas. La composante monarchique aux États-Unis, c'est le président, bien sûr, qui est d'ailleurs limité dans ses pouvoirs, ça c'est vrai, c'est pas une dictature, bien sûr. Vous avez une composante aristocratique, mais alors là, qui a vraiment rien de démocratique à la Cour suprême, puisque quand vous êtes nommé à la Cour suprême, vous êtes nommé à vie. Voilà. La nomination à vie, ça c'est tout sauf la démocratie. En plus, vous avez des choses choquantes. Par exemple, la Cour suprême peut annuler le résultat de certains référendums dans des États locaux. Par exemple, un jour, la Californie avait voté un référendum qui était dur, je reconnais, qui avait pour but de supprimer toute forme d'aide sociale, et notamment la scolarisation, aux immigrés clandestins. Il y en a beaucoup, ils viennent du Mexique en général. Et le référendum avait été vraiment très très net. La Cour suprême l'a interdit. Interdit qu'on applique le résultat. Voilà. Donc ça veut dire que 9 juges ont le pouvoir d'annuler ce qui a été voté par 25 millions de personnes. Alors, bon... On peut trouver toutes sortes d'arguments pour défendre ce système, mais je ne vois pas en quoi il est démocratique. Là, il n'est pas démocratique. Donc, il y a des éléments de démocratie aux États-Unis, il y a des éléments d'autres éléments qui ne sont pas très démocratiques. Il y a un respect du droit de propriété quand même, avec des niveaux d'imposition qui sont très inférieurs à ce qu'on trouve en Europe. C'est parfaitement exact. Le droit de propriété, d'ailleurs, est bien protégé. Il est même tellement bien protégé qu'on a eu au 19e siècle, c'est pas très connu, un arrêt de la Cour suprême qui s'appelle l'arrêt Scott contre Ferguson, qui interdisait aux États membres de supprimer l'esclavage au nom du droit de propriété, en disant il y a le droit de propriété, il est absolu, et donc vouloir supprimer l'esclavage, c'est retirer aux propriétaires leur propriété, donc c'est une atteinte au droit de propriété. Donc au nom des droits de l'homme, on est pour l'esclavage. Bon, comme quoi avec le droit, on peut arriver à des choses inquiétantes. Non, la dernière remarque que je voulais faire aussi, c'est le fait qu'aux États-Unis, quand même, les présidents des États-Unis, par rapport au nombre de citoyens, bien entendu. Ils sont élus avec 30% des voix. Moins de la moitié, de toute façon. C'est carrément 30% des voix. S'il y a tellement d'abstentions, elles font presque 50%. Après, vous partagez ce qui reste. Et donc, les présidents des États-Unis sont élus avec 30% des voix depuis au moins des années et des années. Alors, pour une démocratie, on ne peut pas dire qu'elle fonctionne parfaitement bien. C'est surtout une oligarchie. Si vous n'êtes pas milliardaire, vous n'avez aucune chance d'être président des États-Unis. C'est quand même clair. Donc, c'est une démocratie. C'est vrai qu'il y a des éléments démocratiques, notamment une certaine liberté de parole. Voilà. Des impôts pas trop élevés. Mais c'est mélangé d'éléments très oligarchiques. Très oligarchiques. Alors, justement, ça, ce sera certainement l'objet d'une prochaine émission avec vous, Yvan Blot, mais dans l'immédiat, retraversons, si vous voulez, l'Atlantique et revenons en Eurasie. Oui. Or, vous étiez donc
à Sochi. Enfin, Sochi, en l'occurrence. Et on a parlé de Brzezinski, la doctrine de Brzezinski, qui a été fortement critiquée, évidemment, au cours de cette session. J'aimerais que vous nous citiez d'autres, avant de parler de Sergueï Lavrov et des interventions du président Poutine. Globalement, votre propre intervention et les interventions des différents intervenants. Parce qu'ils évoquent le problème des sanctions, certes, le problème de ce nouvel ordre. Mais si on entre un petit peu dans le détail, quelles leçons pouvons-nous retirer, nous, Français et Européens, de ce qui s'est dit à Valdai? C'est ça qui est important, me semble-t-il. En dehors de la critique des États-Unis, que nos téléspectateurs ont deviné et comprise, surtout depuis que vous venez de nous exposer les difficultés de la démocratie américaine. Bon. Mais qu'est-ce que l'on peut retenir de cette conférence d'essentiel pour l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe? Cette conférence a débouché sur des conclusions, si je puis dire, qui vont d'ailleurs paraître sous forme d'un rapport. Diffusé en France? Ça sera diffusé en France? Alors le problème, c'est que c'est toujours diffusé en anglais et en russe, pour l'instant, les textes de Valdai. J'espère qu'un jour, ça pourra être traduit en français. Pour l'instant, c'est pas le cas. Elle donne souvent des orientations à long terme pour la politique russe. Hein. Le président Poutine parle pendant 3 heures à peu près, et donc il fait un exposé de fond. Là, ça a été le cas aussi. L'année d'avant, il avait parlé des valeurs chrétiennes et des valeurs traditionnelles, en disant que l'Occident était en train de se suicider. Oui. Et là, cette année, il a parlé donc de la nécessité d'un ordre mondial pour maintenir la paix. Et donc, il a appelé au respect des conventions internationales, en expliquant que tous les États devaient avoir les mêmes pouvoirs, disons, pour éviter qu'un État, évidemment, se permette des fantaisies, si je puis dire, interventionnistes, et qu'il ne fallait pas qu'un État ou un groupe d'États s'arroge le droit d'imposer un modèle culturel ou politique à tout le reste du monde. C'est absolument aberrant. Et donc il fallait essayer de rétablir un ordre international qui soit digne d'en être un, quoi, en quelque sorte. C'est à peu près ça. Et alors sur le plan économique, il a été mis une critique assez sévère des déficits occidentaux, notamment des déficits publics, bien sûr. Et est-ce que la Russie elle-même est à l'équilibre budgétaire ou... Ah, tout à fait. Cette année. Non. Tout à fait, si en gros aussi. Les comptes de l'État russe sont très sains. Ils ont des réserves d'or et de devises tout à fait considérables, même si elles ont beaucoup baissé depuis 1 an. L'État est très très peu endetté. En fait, rapporté au PIB, c'est à peu près combien? Oh, c'est à peine 10%. Ah oui, d'accord. Alors que chez nous, c'est presque 100%. Ils ont remboursé pratiquement toutes leurs dettes ces dernières années. Ils ont repris des dettes cette année à cause des sanctions et de la crise du pétrole, la baisse du prix du pétrole, ça c'est sûr. Mais l'État est très peu endetté. En fait, ce qui est endetté en Russie, ça leur a posé des problèmes quand le rouble s'est effondré, c'est certaines grandes entreprises. Ah oui. Parce qu'il a fallu qu'elles se refinancent sur le marché international. En plus, à cause des sanctions, on leur a interdit de se refinancer sur certains marchés et certaines banques ont même été interdites de faire des opérations bancaires en Occident. Moyennant quoi, maintenant le problème est à peu près résolu. Mais c'est plutôt des grandes entreprises. L'État lui-même est très 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 peu endetté. Alors l'autre point noir actuellement, c'est le taux de l'inflation qui est très élevé. Oui. Très très élevé. Mais par exemple, pour prendre un autre indicateur important, enfin très important, surtout pour nous les Français, c'est le chômage quand même. Le chômage en Russie, il est à peu près inexistant. À Moscou, il est de 0%, je peux vous dire. Et dans l'ensemble du pays, disons, il est autour de 4-5%. Nous, on est à 10-11%. Oui, et encore, avec des chiffres travaillés, parce qu'on sort tous les gens qui ont travaillé 1 heure dans le mois, etc. Donc on atteint plutôt les 7 millions de chômeurs si on est sur des chiffres réels. Donc on serait plutôt dans les 22-23% de chômeurs en France. Donc, critique de la diplomatie européenne et américaine, critique de la politique économique des États européens et des déficits publics américains aussi, et puis critique aussi de la morale ou de la culture telle qu'elle se déploie en Europe, c'est-à-dire la négation de toutes les valeurs, Ce que d'ailleurs, la libération des instincts chaotiques, je cite le rapport, qui est caractéristique aussi de ce qui se passe en Europe et aux États-Unis.
La Russie n'a pas subi mai 68, hein, voilà. on va dire. Elle a échappé à... Et elle est très attachée aux valeurs traditionnelles. Mais encore, on en a sans arrêt des exemples. Quand vous allez en Russie, vous êtes très frappé par ça. D'abord, la présence de la religion, qui est vraiment essentielle là-bas, et qui est encouragée par l'État, d'ailleurs. Les 70 ans de communisme n'ont pas mis un coup supérieur à mai 68 ? C'est assez étonnant, mais il semblerait que le peuple russe soit resté attaché à ses valeurs spirituelles à travers la dictature, sous la dictature, en cachette de la dictature, un peu comme il y avait le marché noir, si vous voulez. Oui. C'est un peu ça, quoi. Et là, tout récemment, j'ai été frappé par ça parce que ça date d'hier. Je regarde la grande parade du 9 mai de l'armée russe pour fêter la victoire sur Adolf Hitler. Et il y a le général, qui est en même temps le ministre de la Défense, le général Shoigu, qui entre sur la place rouge dans sa voiture de commandement. Là, sur la place rouge, il y a 16 000 hommes qui l'attendent et qui doivent passer en revue. Et là, je vois sa voiture brusquement qui s'arrête et il enlève sa casquette. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le signe de croix. Ensuite, il remet sa casquette et la voiture repart. Et à ce moment-là, la caméra se met à regarder ce qui est au-dessus de la voiture, c'est une icône du Christ. Et il a voulu saluer l'icône du Christ avant d'entrer sur la place rouge. Bon, il n'y a pas beaucoup de ministres de la Défense, parce qu'en plus il fait ça en public, devant tout le monde. C'est pas un truc qu'on peut dire privé. Notre président a préféré à Cuba pendant ce temps-là ne pas être présent au défilé du 9 mai à Moscou. Oui, ça c'est lamentable. Et alors la presse, malheureusement, la grande presse, disons, française, est comme d'habitude tombée volontairement, si je puis dire, dans le panneau, en disant que la Russie était isolée. Oui. Alors isolée, ça me fait rire, parce qu'on voit chinois, Poutine était encadré par le président chinois et le président hindou. Ça fait déjà 2,5 milliards d'habitants. Alors moi je veux bien que ce soit des Allemands, à moins de considérer que ce n'est pas des êtres humains, peut-être. Mais... Est-ce que ce serait pas la France qui, du point de vue médiatique, est un peu isolée en l'occurrence? Si, on est assez isolé, ça, je crois. Je ne suis pas sûr que le jugement sur le gouvernement français soit très bon. Il y a quelqu'un qui a le courage de critiquer cette attitude de la diplomatie française, c'est Jean-Christophe Ruffin, qui a été diplomate et qui a été écrivain, qui a dit, mais enfin, Monsieur Hollande, qui est à moins de 20%, se permet de donner des leçons à Monsieur Poutine, qui est soutenu par 80% de sa population. Monsieur Ruffin a raison, c'est parfaitement exact. Oui, d'ailleurs, c'est une question qui m'est souvent posée ici en France, parce que je m'occupe de Radio Sputnik. Je suis consultant auprès de Radio Sputnik, qui est l'ancienne voix de la Russie, et qui passe d'ailleurs tous les matins sur 93.1. Et donc, à ce titre, on me pose parfois la question, la Russie est-elle une démocratie? Alors là, je fais une réponse aristotélicienne. C'est-à-dire, vous savez qu'Aristote disait que dans toutes les choses humaines, il y avait 4 grandes causes. Il y avait la cause matérielle. Par exemple, il prenait l'exemple d'un temple. Il y a un temple, il y a une cause matérielle, ce sont les pierres. Et il y a une cause formelle, c'est le plan de l'architecte. Si on n'avait pas l'idée du plan de l'architecte, on ne pourrait pas construire le temple. Ensuite, il y a les ouvriers sur le chantier, ça c'est la cause motrice. Puis la cause finale, c'est la religion, parce que s'il n'y avait pas de religion, on ne construirait pas de temple. Je me permets de vous dire ça, là, aujourd'hui, sur les écrans de la liberté, parce que je crois que cette méthode de réflexion, qui est complètement abandonnée aujourd'hui, reste très riche. Parce que posez-vous des questions sur toutes sortes d'institutions, sur le mariage pour tous, etc. Et vous cherchez la cause finale, la cause formelle, la cause matérielle, la cause motrice, vous verrez, ça élargit votre champ de réflexion de façon tout à fait considérable. Par exemple, le mariage, la cause finale, c'est d'avoir des enfants. Bon, alors quid d'un couple qui, par définition, n'en aura jamais. Voilà. Et alors là, en l'occurrence, donc, pour la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. C'est dans notre Constitution, cette définition. Hein, bon. Elle vient des États-Unis, d'ailleurs, mais enfin. Qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique? Un pays où 80% des gens soutiennent leur président ou un pays où 20% des gens soutiennent leur président? Je pense que du point de vue de la cause finale, c'est-à-dire du fait que la politique du gouvernement correspond à ce que souhaitent les citoyens, bah, la Russie est bien plus démocratique que nous. Et alors sur le plan formel, alors c'est la Constitution, c'est tout l'appareil juridique, etc. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est pas très très différent de la France. Hein. C'est un État fédéral. Bon, il a des défauts, ça c'est sûr, mais nous aussi on en a. Moi-même, quand j'ai été député de Calais, j'ai fait annuler par le Conseil constitutionnel 3 résultats de bureau de vote, tellement les communistes avaient triché à l'époque dans ces bureaux de vote. Donc c'était quand même en France. Bon, on dit qu'il y a un département du sud de la France aussi où il y a parfois des choses bizarres. Donc je ne sais pas si on peut donner vraiment des leçons. Alors c'est vrai qu'en Russie, selon les régions, il y a parfois
parfois des fonctionnements électoraux qui sont spéciaux. Pas dans les grandes villes d'ailleurs, hein, mais dans des régions comme le Caucase, des coins comme ça, bon, ça peut être un peu spécial. Bon, cela dit, sur le plan formel, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais sur le plan de la cause finale, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, le gouvernement fait la politique que le peuple souhaite? La réponse pour la Russie, c'est oui. C'est pour ça que Poutine a autant de succès. Et en même temps, d'ailleurs, ça permet d'expliquer pourquoi c'est une erreur de croire que Poutine est un extrémiste qui emmène son peuple vers des aventures inquiétantes, ce que les Américains semblent croire, par exemple. C'est totalement faux. Poutine, c'est un centriste. Moi, la première fois que je l'ai entendu dire ça, j'ai jamais... Bon, ça m'a paru bizarre, parce que j'ai pensé centriste au sens français. Oui. Le centriste, c'est pas dans ce sens-là. Au sens monsieur Morin, par exemple. Oui, c'est pas du tout ça. C'est au centre de l'opinion publique telle qu'elle est en Russie. Ah oui. Dans l'opinion publique en Russie, vous avez des sondages qui ont été faits par Valdai, par le club de Valdai. Vous avez 83% de gens qui se disent patriotes ou très patriotes. Bon, en France, j'aimerais que ce soit pareil, je suis pas sûr qu'on ait les mêmes chiffres. Donc, il est au centre de l'opinion russe, c'est-à-dire qu'il y a une moitié de gens qui sont encore plus patriotes que lui, et puis une moitié peut-être un petit peu moins. Voilà, c'est dans ce sens qu'il est centriste, mais il représente vraiment le peuple. Et donc, les gens sont contents, puisqu'ils ont un gouvernement qui correspond à ce qu'ils veulent. Bon, et nous, on l'a pas. Donc la démocratie, je dirais, du point de vue du fond même de son essence, est mieux respectée, à mon avis, en Russie qu'en France. On va me dire, oui, mais il y a des choses extraordinaires. Par exemple, M. Nemtsov a été assassiné. Oui, alors j'allais vous le dire, oui. Bon, c'est épouvantable, ça, c'est certain. D'abord, il paraît assez évident que le président Poutine, c'était pas son intérêt. Donc ça vient sûrement pas de lui. Bon. À 2 pas du Kremlin, en plus. Il avait quelques relations, disons, en Ukraine qui sentaient le soufre. Est-ce que ça vient pas de là? Est-ce que c'est pas une affaire privée, plutôt? Bon, enfin, on n'en sait rien, mais enfin, c'est bizarre. Mais moi, je vous dirais qu'en France aussi, on a eu des assassinats bizarres. Monsieur de Grossouf qui se suicide dans son bureau à l'Élysée, c'est bizarre. Alors que personne n'a rien entendu, alors que les planchers à l'Élysée sont de très mauvaise qualité et que c'est un bâtiment extrêmement sonore. Il suicide avec un 357 Magnum, pour ceux qui connaissent, ça fait beaucoup de bruit. Je crois que vous êtes un technicien de la question, effectivement. Mais Monsieur Boulin qui disparaît dans un étang, qui se noie dans 3 cm d'eau, c'est normal, ça. Monsieur De Broglie qui a été assassiné rue des Dardanelles, enfin, on en a eu quand même une série. À l'époque de Mitterrand, surtout. C'était l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Bon, enfin, en tout cas, je veux dire, des dysfonctionnements comme ça, ils sont toujours épouvantables. Mais je veux dire, on en a autant. Hein. Après tout, même la Suède, dite très pacifique, a eu un Premier ministre assassiné qui était Olof Palme. Et aux États-Unis, Kennedy qui a été assassiné. Bon, quand Kennedy a été assassiné, on a trouvé ça horrible, on a eu raison. Mais personne n'a dit, c'est bien la preuve que le régime américain est mafieux, est une dictature, etc. Personne n'a dit ça. Bon, bah, c'est pareil avec Nemtsov. D'autant plus que Nemtsov représentait vraiment aucun danger pour Poutine, vu que c'est un type qui faisait quasiment pas de voix. Parce que la véritable opposition, ce qu'on oublie en Russie, c'est pas du tout ces quelques intellectuels libéraux que les Occidentaux aiment bien et qu'on met tout le temps à la télévision, comme Nemtsov ou comme Navalny. Non, les vrais opposants, la vraie opposition enracinée dans la population et qui reste puissante, qu'il ne faut pas complètement oublier tout de même, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste, c'est le premier parti d'opposition à Poutine en Russie. Mais comme on n'aime pas Poutine, on ne veut pas le dire. Parce que ça consisterait à dire, ah ben, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère que les communistes reviennent au pouvoir ou on préfère voir Poutine? Alors là, bon, on n'en est quand même pas à dire qu'on préfère que les communistes reviennent au pouvoir. Alors nous allons faire une petite pause avant de reprendre notre conversation. Donc, revenons en Russie, où nous étions avant la pause, et je vais me permettre d'aborder le discours du président Poutine, parce que j'y lis ceci. En économie, dit-il, en substance, on est arrivé à remettre en cause les principes même de l'économie de marché que l'on prétendait défendre. L'Europe, sous-entendu. Ouais. Les sanctions contre la Russie remettent en cause le libre commerce et la propriété privée. On veut isoler la Russie, note le président Poutine. Cela me rappelle comme Napoléon voulait isoler l'Angleterre avec son blocus continental. C'est pour rendre plus efficace ce blocus que Napoléon a d'ailleurs attaqué la Russie, causant ainsi sa propre défaite. Alors, est-ce que nous allons vers la défaite de l'Europe? En tout cas, l'Europe est colonisée. Et pas par les Russes. L'Europe est colonisée, effectivement. C'est le titre d'un ouvrage que j'ai publié il y a un an. L'Europe colonisée, Yvan Blot et
effectivement, alors une double colonisation, une colonisation par les pays du Sud avec les mouvements migratoires massifs que connaît l'Europe, et puis une colonisation par l'Ouest et par l'euro, par les anglo-saxons, avec une colonisation par la finance et par le poids des États-Unis dans la diplomatie européenne. Ah, parce qu'il y a une diplomatie européenne. Oui, enfin... Oui. Bah, il y a une diplomatie dont les sanctions sont mises contre la Russie. Dans le cadre des sanctions, on peut faire 2-3 remarques sur les sanctions. La première, c'est que sur le plan économique, c'est absurde, parce que, comme toutes les sanctions, elles frappent des deux côtés. Hein, c'est-à-dire que si on interdit certains types de commerce entre la France et la Russie, ça frappe bien sûr les Russes, mais ça frappe les Français. Et les producteurs d'artichauts bretons, je crois, en savent quelque chose, entre autres. Donc c'est mauvais pour nous. C'est le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne qui a pesté contre les sanctions en disant que c'était épouvantable, que ça avait coûté des milliards et des milliards à toutes les économies européennes. Il avait fait le calcul, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est tout à fait considérable. Alors bizarrement, les Américains... La vente des Mistral aussi pénalise énormément. Ça nous coûtait très cher aussi. Les chantiers navals français. Et le seul pays qui s'en tire bien, c'est les États-Unis, parce qu'ils prônent les sanctions, mais eux, ils ont très peu de commerce avec les Russes, et on a calculé même que l'année dernière, le commerce avec les Russes a augmenté pour les États-Unis. Oui, de 18%. Voilà. Alors substitution à l'Europe. C'est une manœuvre américaine. C'est une manœuvre de politique économique américaine, comme souvent on en a vu d'ailleurs. Et alors, donc sur le plan économique, c'est vraiment désastreux pour nous. Sur le plan politique, c'est pas bon pour l'Europe non plus, parce que l'Europe sort de plus en plus divisée de cette histoire-là, parce que vous avez quand même beaucoup de pays maintenant qui sont contre les sanctions. Alors d'abord, vous avez des pays où il y a la guerre à l'intérieur du pays, parce que le patronat, par exemple, voudrait supprimer les sanctions et le gouvernement ne veut pas. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne aussi. Et puis vous avez des pays qui, eux-mêmes, ont décidé que les sanctions étaient une chose tout à fait regrettable. C'est le cas de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Serbie, de la Grèce, enfin, même de l'Italie, de l'Autriche. Donc il y a énormément de pays qui voudraient effectivement que l'on supprime les sanctions. Elles n'ont pas de base juridique en plus. Vraiment, c'est la preuve, par contre, c'est triste à dire, c'est la preuve que l'Europe est vraiment colonisée par les Américains. Et d'ailleurs, il y avait une critique qui était faite sur la chancelière allemande par une députée de Die Linke, Madame Wagenknecht, qui est par ailleurs docteur en économie, et qui avait bien ressorti le fait que ces sanctions étaient complètement absurdes et que ça fragilisait à peu près 1 million d'emplois en Allemagne. Et donc elle avait fait une critique très verte de la politique de la chancelière allemande. Alors peut-être de la part d'une personne qui était extrême gauche, une espèce de méfiance congénitale vis-à-vis des Américains, mais en tout cas la critique était justifiée. C'est un paradoxe parce que Mme Merkel elle-même était communiste quand elle était jeune, elle était en Allemagne de l'Est, elle était même adjointe d'un secrétaire d'État dans le dernier gouvernement communiste, qu'on oublie souvent. Bon, est-ce que c'est pas un moyen de pression d'ailleurs de la part des Américains? C'est un bruit qui court, ça je ne peux pas le prouver bien sûr, mais on dit qu'il y a des dossiers sur elle de l'époque où elle était presque communiste, secrétaire d'État communiste on peut dire, et que les Américains ont ces éléments, ce qui expliquerait pourquoi elle est aussi docile effectivement. Alors on est docile sur le plan politique, on le voit bien, là on va prendre un exemple, on est docile sur le plan militaire puisqu'on est complètement intégré dans l'OTAN. Et à chaque fois qu'un chef d'État français, parce qu'il y en a eu plusieurs, il n'y a pas que De Gaulle, ils ont tous voulu desserrer un peu la contrainte américaine en disant vous pourriez nous donner un des commandements de l'OTAN, puisqu'il y a plusieurs grands commandements géographiques, il y en a un pour la Méditerranée, et la France disait la Méditerranée c'est notre vocation, on pourrait s'en occuper. Et ça a été toujours refus total des Américains. Et même Sarkozy, quand il est rentré d'ailleurs dans l'OTAN, avait fait cette demande une fois de plus, qui a été une fois de plus refusée par les Américains. Donc ils veulent vraiment tout commander au sein de l'OTAN. Donc sur le plan militaire, on est complètement dans leurs mains. Et d'ailleurs ça me rappelle cette scène qui était pitoyable d'un point de vue français. C'était la première fois que Poutine rencontrait Hollande, à Paris d'ailleurs. Et conférence de presse, donc les deux chefs d'État sont là, et un journaliste dit « Monsieur, est-ce que vous pourriez nous répondre à la question suivante? Est-ce que vous avez discuté des problèmes des missiles antimissiles que les Américains veulent mettre à la frontière russe et qui semblent irriter beaucoup les Russes ?» Et à ce moment-là, Hollande n'a pas le temps de dire un mot, Poutine prend la parole, et dit non, on n'a pas parlé de ça, parce que je ne peux pas parler de ça avec M. Hollande, pour une raison extrêmement simple, c'est que nous, la Russie, vous voyez, on est un pays indépendant, nous. Donc, quand je parle des missiles antimissiles, je m'adresse à un autre pays indépendant, qui en l'occurrence, c'est les États-Unis, parce que c'est eux qui prennent toutes les décisions. Mais comme la France n'a plus de politique militaire indépendante, je ne peux malheureusement pas discuter, ce que je regrette beaucoup, avec le chef de l'État français sur ces sujets-là. Je suis obligé de m'adresser au chef d'État américain.
Alors effectivement, Hollande était tétanisé, visiblement il n'avait rien à répondre, mais c'est la vérité. Donc sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan économique, ben, on le voit bien avec la domination du dollar, on le voit bien avec les amendes incroyables que les Américains font peser sur les entreprises européennes à toute occasion. Sur la BNP récemment, oui, près de 10 milliards de dollars. Alors, au passage, ça permet d'affaiblir évidemment les concurrents. Il y a eu des scandales ou des mini-scandales, comme par exemple les Américains veulent toujours qu'on donne la liste des passagers sur les vols transatlantiques pour lutter contre le terrorisme. Bon, très bien. Au début, Air France ne voulait pas les donner. Puis les Américains ont fait savoir, si vous ne donnez pas ces données, vous ne pourrez plus atterrir à New York, c'est fini. Hein. Alors bon, on s'est exécuté évidemment. Et puis après, Air France s'est aperçu que tous les passagers qui avaient pris ces vols recevaient des publicités pour les compagnies d'aviation américaines. Donc voilà à quoi ça sert, les fichiers en question. Donc c'est quand même assez scandaleux. On est vraiment traités comme des chiens. Et alors dans tous les domaines, alors sur le plan culturel, c'est pareil aussi, avec l'invasion de la culture d'Hollywood, etc. On est vraiment sous la domination politique, militaire, économique, culturelle américaine. Et même dans des domaines où c'est peut-être moins sensible de façon directe, je pense sur le plan artistique par exemple, je crois que la vogue de l'art abstrait, de la volonté de ne plus rien décorer, etc., ça vient tout à fait du protestantisme américain, ça. Et donc c'est encore une influence américaine. Le refus des images. Oui. Le refus des images, c'est de l'iconoclasme, comme on dit en théologie. Et il y a aussi une colonisation par les alliés des Américains, et notamment les alliés du Golfe, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Oui, alors ça, il y a aussi ce problème-là, d'ailleurs, qui pollue en permanence la politique de lutte contre l'islamisme, parce que les alliés américains, donc surtout le Qatar et l'Arabie Saoudite, pratiquent une politique de soutien, enfin, aux terroristes islamistes un peu partout, et les Américains ont toujours fermé les yeux là-dessus. Moi, je me souviens très bien avoir rencontré un professeur de Harvard qui s'appelait Sullivan, qui expliquait que, en fait, entre les islamistes et les Américains, il n'y avait que des points d'accord. Alors, je lui ai dit, je suis quand même très surpris. C'était avant le 11 septembre, hein, c'était avant l'histoire des tours quand même. Mais c'était très curieux son raisonnement. Il disait, c'est très simple, ils ne sont pas socialistes. Je vous assure, j'ai lu le Coran, le Coran n'est pas socialiste. Donc c'est bien, le Coran est pour l'économie de marché. Les Arabes sont pour l'économie de marché, enfin les Arabes ont toujours été des marchands, c'est vrai. Oui, des marchands, mais enfin bon. Mais ça suffit pas. Et puis le deuxième argument, c'était de dire ils sont religieux. Mais nous aussi, les Américains, on est religieux. Exactement. Donc on a deux grands points communs. Donc en fait, on est fait pour travailler ensemble. Alors c'est un peu primaire quand même. Mais il y a un côté collectiviste. Il n'est pas le seul à l'avoir dit ça. Benoît Méchain le dit aussi. Et j'ai cité Benoît Méchain dans un article que j'ai publié dans la Nouvelle Revue Universelle sur la Turquie. Les Américains s'accommodent très bien aujourd'hui de l'évolution du régime turc, puisqu'ils sont libéraux sur le plan économique et religieux de plus en plus. Et d'ailleurs, les Américains ne comprennent pas, disait Benoît Méchain, les régimes républicains centralisateurs sur le modèle français, le modèle turc, le modèle Atatürk, ou le modèle bien sûr du bassisme syrien ou irakien. Ils ne comprennent pas cette façon de concevoir la politique. Ils sont sur les deux jambes. 1, l'économie de marché. 2, la religiosité. Et donc, ils sont très favorables aux Saoudiens de ce point de vue-là, parce que les Saoudiens sont sur ce même schéma. Donc, et alors ça choque beaucoup les Russes, je peux vous dire, parce que les Russes considèrent qu'on ne fait pas ce qu'il faut contre les islamistes à cause de ça, parce que par derrière, les Américains, les services secrets américains ont longtemps soutenu, y compris Ben Laden, qui était un agent américain au début, etc. Et ça les choque beaucoup. Et ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec Philippe de Villiers, où il me racontait son entrevue, enfin sa longue entrevue avec le président Poutine. Parce qu'il a vu le président Poutine qui lui a proposé de créer un puits du fou, si je puis dire, en Russie, près de Moscou. Et un deuxième en Crimée, exactement. Et alors, il m'a dit, c'est très curieux avec cet homme, parce qu'au début, j'ai eu l'impression d'avoir devant moi le président de la Russie. Bon, ce qui n'est pas rien. Mais au bout de 3 heures d'entretien, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'assez différent. Enfin, il n'était pas que cela. Alors, je dis, ah bon, il est quoi encore ? J'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui avait peut-être la vocation à être le chef de la chrétienté pour la protéger là où elle est persécutée. Et d'ailleurs, je sais que les chrétiens d'Orient comptent beaucoup sur la Russie aussi pour les défendre. Hein, parce que c'est vrai que, à mon avis, c'est un des motifs supplémentaires de la haine contre Poutine. Il y a des raisons géopolitiques, bien sûr, agitées par les Américains, mais il y a aussi des raisons culturelles, je pense. Et on reproche beaucoup à la Russie d'être un pays conservateur chrétien, en gros. Voilà. Ça, c'est très, très mal vu. Alors, ils sont censés martyriser les homosexuels, ils sont censés interdire la liberté d'expression, toutes sortes de choses qui sont des fantasmes, en fait. Mais
on en veut à ce pays, effectivement, d'être revenu assez largement à ses racines chrétiennes, parce que l'État est laïque, c'est vrai, mais il y a une coopération extrêmement étroite entre l'État et l'Église orthodoxe, et les églises en général, d'ailleurs, parce que ils ont aussi l'islam et le bouddhisme en Russie, même le judaïsme. Hein. Et cette politique-là, bah évidemment, elle est très différente de la laïcité à la française, je dirais. C'est une laïcité positive, disons, c'est pas une laïcité négative. Et pendant que nous, on désaffecte des églises, voire on en détruit, à Moscou, on est en train d'en construire 200 ou d'en restaurer 200 en ce moment. Alors, puisque nous étions sur cette dimension culturelle, religieuse, permettez-moi de citer de nouveau des extraits du discours de Valdai. Et il dit, il a décrit le danger de chaos mondial par mépris de toutes les règles, ça c'est ce que nous avez expliqué, et tracé les conditions d'un retour à un ordre mondial équilibré. Son discours reflète bien ce symbole russe, Saint-Georges. C'est un seul dragon. Voilà. Et donc, c'est l'alliance de l'intellect, dites-vous, l'homme, et du cœur, le cheval, hein, qui est plus courageux qu'intelligent, c'est vrai, pour ceux qui connaissent le cheval, et pour discipliner les instincts chaotiques du dragon, qui est aussi en nous, bien sûr. Une bonne politique renvoie toujours à une philosophie de la sagesse, dites-vous, laquelle reflète bien souvent la théologie de notre vieille tradition spirituelle qui a fait ses preuves depuis Rome et Constantinople. Hélas, peut-être à titre de conclusion, n'est-ce pas en train de se terminer en Europe, et c'est finalement ça le mal européen. C'est ça qui explique, encore une fois, la colonisation de notre Europe. Tout pays qui se divise, qui s'affaiblit, est la proie des colonisateurs de toutes sortes. Et c'est pour ça qu'il faut essayer, il faudrait, dans l'idéal évidemment, arriver à mettre en place une grande Europe, Russie comprise, et c'est ce que les Américains veulent éviter à tout prix. Bien sûr. Donc là, on a des intérêts totalement divergents, je veux dire. Ça, c'est un fait. Eh bien, merci beaucoup, Yvan Blot, pour cette vision tout à fait originale de la Russie. Et sans plus tarder, je convie nos téléspectateurs à regarder l'information que nous diffusons sur les banques France Consobank. À très bientôt.